Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 5 janvier. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays. Le président de la République a reçu ce matin l'ambassadeur d'Algérie en France. Mohamed Antar Daoud retourne à Paris pour poursuivre ses missions à partir de demain. L'artiste comédien Mohamed Hilmi est décédé à l'âge de 90 ans. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du défunt. Une icône de la scène artistique vient de nous quitter, a écrit le chef de l'État. Covid-19, reconduction du dispositif de prévention décidé par le Premier ministre. Le gouvernement appelle tout de même à la vigilance et à la vaccination. Celle-ci rencontre des réticences. Le constat dans un reportage dans notre édition. De nouvelles révélations à propos du rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie, l'œuvre d'un fabulateur proche du Marzen, le Maroc, un narco-État dangereux pour la région selon les spécialistes. Éclairage depuis l'Espagne où des tonnes de cannabis marocain sont saisies régulièrement. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce matin l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud. Ce dernier retourne à Paris pour poursuivre ses missions à partir de demain, 6 janvier, selon le communiqué de la présidence de la République. L'artiste comédien Mohamed Hilmi est décédé à l'âge de 90 ans. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. C'est avec une immense affliction et tristesse que j'ai appris la nouvelle de la disparition de l'artiste Mohamed Hilmi. Que Dieu ait son âme et le comble de sa sainte miséricorde, a écrit le président de la République, ajoutant une icône de la scène artistique algérienne vient de nous quitter après avoir contribué par son talent et sa créativité à l'enrichissement de la production télévisuelle et cinématographique pendant de longues années, marquant de son empreinte plusieurs œuvres artistiques de qualité ayant gagné le respect et l'estime du grand public et des hommes de la culture et de l'art de notre pays. En cette douloureuse épreuve, je tiens à présenter à la famille du défunt ainsi qu'à la famille de l'art et de la culture mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compassion, priant Allah d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a conclu le président de la République. Et le défunt a été inhumé dans une ambiance empreinte de sérénité cet après-midi au cimetière de Sidi Mohamed après la prière d'Ad-Dohr en présence de membres de sa famille, d'artistes et personnalités du monde de l'art et de la culture. Et c'est un grand nom du monde de l'art qui s'est éteint aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Le comédien et artiste Ameziane Ibrahim, plus connu sous le nom de Mohamed Hilmi, avait marqué la vie culturelle et artistique de l'indépendance jusqu'à nos jours. Son parcours a été jalonné de nombreuses réalisations radiophoniques, théâtrales, télévisuelles ou encore cinématographiques. Retour sur son riche parcours avec Ahmed Nepech. Mohamed Hilmi, né le 15 février 1931 à Azfoun,
De son vrai nom, Brahimi Mohamed Amzian. Une icône de la radio, du théâtre et de la télévision. Il a marqué la vie culturelle et artistique en Algérie. Sa carrière démarre à 17 ans seulement, quand il assiste à un sketch de Hassan El-Hassani qui comptait le rôle de Naïna. Mohamed Hilmi s'installe à Alger et va fréquenter le TNA, sous la houlette du grand Mahiddin Bachtarzi. On joue, oui. C'est merveilleux d'avoir des gens comme ça, une complicité, une affinité d'esprit, de contact humain également. En 1947, Mohamed Hilmi va interpréter de petits rôles, comme dans la pièce théâtrale Ould el-Lil. En 1949, il va écrire sa première pièce radiophonique pour la chaîne kabyle qu'il va interpréter avec Cheikh Nourdin. En 1950, les planches du théâtre vont l'accueillir. Il va interpréter énormément de sketchs et de chansonnettes. Après l'indépendance de l'Algérie, Mohamed Hilmi va s'imposer comme un maître incontesté de l'humour et du comique. Je suis un homme de la radio et je le redis fièrement. Est-ce que c'est un rapport avec... S'il y a des gens qui, après avoir vu l'image, ils méprisent, enfin, ils délaissent la radio, je leur rappelle, quand un grand acteur a une émission à la radio, ils sont enorgueillis. Ensuite, Mohamed Hilmi va se lancer dans la réalisation des films et de moyens métrages. Shkoun Sbaq, El Roumouk, El Fahmin, Istihlak, Après Pétrole. C'est vrai que je garde de lui un très bon souvenir, aussi bien amical que professionnel. Au cours des films que j'ai réalisés, je l'avais à mes côtés. Donc l'Après Pétrole, effectivement, à Ashbetnash, où il avait le principal rôle avec Mustafa Anra. On a passé des moments... C'est-à-dire, on s'amusait. On s'amusait sérieusement. Des années durant, il va produire avec la complicité et la collaboration de grands noms de la scène culturelle algérienne. Sa persévérance, son courage, son authenticité, son amour pour l'art vont lui permettre de gagner le cœur de tous les Algériens qui vont jamais l'oublier. Et vous pourrez suivre ce soir une rediffusion de séquences d'archives en hommage à l'artiste défunt Mohamed Hilmi. Juste après votre émission bi-hebdomadaire, Question d'actu sera sur notre chaîne, bien sûr, Canal Algérie. Et le bilan de la diplomatie parlementaire au cours du deuxième semestre 2021 a été au centre ce matin d'une rencontre organisée à l'Assemblée populaire nationale, rencontre présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali, en présence entre autres des chefs de groupes parlementaires et des vice-président de l'Assemblée, le chargé de la direction des relations internationales et de la coopération parlementaire, Mohamed Berkour, a fait état d'une intense activité malgré le contexte sanitaire au niveau national et international. Au total, 59 activités, citant notamment la réception par Bourali de 2 présidents de parlement et de délégations parlementaires, ainsi que 9 ambassadeurs accrédités en Algérie. Je vous invite à écouter le président de la Chambre basse du Parlement, Ibrahim Bourali. Les efforts diplomatiques visent à défendre les intérêts suprêmes de la nation, à préserver la sécurité et la stabilité et à consacrer notre souveraineté décisionnelle. En tant que parlementaires, cet objectif nous met face à notre responsabilité, celle de consentir davantage d'efforts en vue de suivre la performance grandissante de notre politique étrangère sous l'égide du président de la République dans le cadre des prérogatives qui lui sont attribuées par la Constitution et renforcées récemment par la désignation des représentants spéciaux chargés du suivi et du traitement de certains dossiers en vue de relever les capacités de maîtrise des défis que nous dicte la conjoncture et en surmonter les contraintes. Covid-19, les mesures du dispositif de protection et de prévention reconduites pour une durée de 10 jours à compter d'aujourd'hui. Décision du Premier ministère en application des instructions du Président de la République et en consultation du comité scientifique. Le gouvernement réitère toutefois ses appels aux citoyens pour soutenir l'effort national de lutte contre cette épidémie mondiale par la poursuite du respect des gestes barrières, en particulier le port obligatoire du masque, les mesures d'hygiène et la distanciation
distanciation physique, mais surtout par la vaccination qui reste le meilleur moyen de prévention de la gravité des effets de cette pandémie. Les contaminations ont franchi la barre de 400 cas, 462 nouveaux cas confirmés précisément, 252 guérisons et 7 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Les spécialistes, de leur côté, renouvellent leur appel à la vaccination, meilleur rempart contre le Covid-19 et ses variants. Et malgré la disponibilité et la gratuité du vaccin, beaucoup d'Algériens hésitent encore à se faire vacciner. Alors, Hamouch, on a fait le constat, il tente de nous expliquer les raisons. Reportage. Il est 9h30 du matin. Nous sommes au lycée Zoubida Ultrablia de Draria. Après plusieurs heures d'attente, ce médecin n'a reçu aucun enseignant pour l'inoculation du vaccin contre le Covid-19. Un scénario qui se répète quotidiennement ces jours-ci, malgré le lancement d'une 3e campagne de vaccination au profit des fonctionnaires du secteur de l'éducation. Tous les moyens sont là, mais reste que les enseignants sont toujours réticents par rapport à cette vaccination. Pratiquement quelques établissements, 0 postulant. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le début de la campagne, de la 2e et la 3e, pratiquement 2 vaccinés. Alors je conseille tout le monde d'aller se faire vacciner, c'est important. Voilà, donc vaut mieux prévenir que guérir. Idem du côté de l'hôpital El Hadif Lissi, où notre équipe s'est déplacée pour prendre la température. Le constat est sans appel. En presque une heure, seulement 2 personnes sont venues se faire vacciner. Les gens sont un petit peu réticents. On a remarqué que les gens ils sont stimulés par les vagues. Pendant la 3e vague, au pic de la 3e vague, les gens ils sont affolés à venir pour se vacciner et ça c'est une erreur. Il faut se vacciner avant que la vague qui vient pour être bien immunisé. Au moment de la vague, ça ne sert à rien. Au moment de la vague, avoir une foule. Il faut se préparer. Comme actuellement, on est en plein 4e vague, on aimerait bien avoir les gens qui viennent se vacciner. C'était prévu سمانة قبل ما المرض كنت راح نفاكسيني حسيت بلي سيمتوم تاعها درت PCR خرجت لي بوزيتيف صبرت 3 mois حتى ل 6 mois انا نتكل على ربي باش نفاكسيني. Une réticence face à la vaccination qui est présente, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics pour garantir la disponibilité et la gratuité du vaccin. Quand il y a eu la vague du variant Delta, les gens qui se sont vaccinés, ça n'a pas servi à grand-chose au moment de l'épidémie. Parce que, rappelons-le, quand vous êtes vacciné, il vous faut 1 mois et demi pour avoir la protection. Donc s'il y a une épidémie grave qui survient aujourd'hui, ben, si je me vaccine, c'est dans 1 mois et demi que j'aurai la protection. Mais si vous arrivez à un taux d'immunité de 80% de la population, ça veut dire que 20% seulement resteront. Et à ce moment-là, si un virus moins infectieux, moins dangereux tel que l'Omicron infecte cette population, ben les 20%, ça sera plus facile de les atteindre tous. Donc cette immunité acquise post-infectieuse avec l'immunité post-vaccinale, vous allez avoir rapidement, plus rapidement, 100% de la population qui a développé une immunité nonobstant de son origine. Aujourd'hui, le principal défi auquel font face les autorités sanitaires est de convaincre la population que le refus de se faire vacciner peut être létal. La vaccination demeure le seul moyen d'éviter les formes graves de la Covid et d'endiguer sa propagation. L'IRG, l'impôt sur le revenu global prélevé sur les salaires, connaît une réduction à la faveur d'une mesure de la loi de finances 2022. Une décision du chef de l'État pour préserver le pouvoir d'achat. Cela permettra dès ce mois de janvier une augmentation des salaires suivant un barème progressif composé de 6 paliers de calcul. Les explications de Céline Bensaïti. Révisé à la baisse à la faveur de la loi de finances 2022, le nouveau barème de l'impôt sur le revenu global IRG, dévoilé par la Direction générale des impôts, permettra dès ce mois de janvier une augmentation des salaires et une exonération pour les salaires mensuels imposables de 20 000 dinars par mois. Une augmentation qui évolue selon le niveau du revenu suivant, un barème progressif composé de 6 paliers de calcul contre 4 paliers de calcul pour l'ancien barème. Un salaire mensuel imposable de 40 000 dinars à titre d'exemple sera soumis à un IRG de 3 100 dinars contre 5 500 dinars auparavant, soit un gain net de 2 400 dinars.
Pour un salaire mensuel imposable de 50 000 dinars, l'IRG passera à 5 800 dinars au lieu de 8 500 dinars dans l'ancien barème, soit un gain de 2 700 dinars. Un salaire mensuel imposable de 60 000 dinars verra quant à lui son IRG réduit de 11 500 dinars à 8 500 dinars, ce qui permettra une hausse du salaire de 3 000 dinars. L'IRG retenu sur un salaire mensuel imposable de 70 000 dinars sera de 11 200 dinars au lieu de 14 500 dinars, permettant au salaire net perçu de bondir de 3 300 dinars. L'économie en matière d'IRG sera de 3 600 dinars pour un salaire mensuel imposable variant entre 80 000 dinars et de 120 000 dinars. Les salaires de 130 000 dinars enregistreront un gain de 4 100 dinars, 5 100 dinars pour les salaires de 150 000 dinars et 8 800 dinars pour un très gros salaire allant de 100 millions de centimes. L'effet de permettre justement aux contribuables, aux utilisateurs de mieux cerner le nouveau barème IRG, il a été inséré au niveau du site web de la DGI, donc www.mfdji.gov.dz, la nouvelle table IRG, une nouvelle calculette donc qui automatise l'opération de calcul de l'IRG, accompagnée d'un manuel devant permettre aux utilisateurs de télécharger dans les meilleures conditions ou de télécharger correctement cette calculette. Les salariés en situation de handicap sont également concernés par ce rabattement. Les revenus supérieurs à 30 000 dinars et inférieurs à 42 500 dinars, des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficieront d'un abattement supplémentaire sur le montant de l'IRG non cumulable avec le deuxième abattement. Direction Élizy pour parler de la première laiterie dans la wilaya, une unité qui ne couvre que le chef-lieu de la wilaya. Cet investissement privé compte se développer et exporter vers le pays voisin, la Libye. Malika Bellal. Fruit d'un investissement privé, la laiterie Sifar dans la wilaya d'Élizy assure une production de 400 litres de lait de vache par jour. Une production qui lui permet pour le moment d'alimenter une seule commune, celle d'Élizy. Actuellement, nous alimentons en lait et petit lait une seule commune qui est la commune d'Élizy. Nous espérons travailler également avec d'autres communes avoisinantes comme celle d'Inamenas, Borj Omar Idriss et Debdeb. Mais malheureusement, nous n'avons pas la quantité nécessaire en poudre de lait. Nous espérons avoir une augmentation de notre quota de matières premières pour augmenter notre production et recruter de la main-d'œuvre. Les responsables de la laiterie visent également à investir le marché africain, surtout avec l'ouverture prochaine du passage frontalier de Debdeb. Nous voulons élargir plus notre activité. Pourquoi pas nous lancer dans la fabrication de beurre, de petit lait et de yaourt. Nous voulons exporter nos produits via Debdeb vers la Libye. J'ai effectué mon stage à Tipaza, après j'ai postulé directement ici et alhamdoulilah, on m'a recruté. Je suis très satisfait de mon travail ici dans cette laiterie. Le développement de la filière lait constitue une priorité majeure pour le secteur agricole en vue de satisfaire les besoins des consommateurs en ce produit alimentaire de base, notamment dans le sud du pays. Ces révélations à propos du rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie, il serait l'œuvre d'un fabulateur proche du Barzen. Il s'agit de Farid Belhadj, vice-président de la Banque mondiale en charge de la région MENA. Ce rapport aurait été réalisé sur orientation du palais royal marocain. Les détails avec Karim Haïfa. Le rapport erroné de la Banque mondiale sur l'Algérie aurait été réalisé sur orientation du palais royal marocain avec la complicité du vice-président de cette institution qui n'est autre que le Tunisien Farid Belhadj, un ami proche du prince du Maroc, Moulay Rachid, et de nombreux ministres marocains. L'homme qui avait occupé le poste de chef de cabinet du président de la Banque mondiale a tissé des liens étroits avec le régime du Makhzen lorsqu'il était responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Maroc de 2002 à 2007. Après avoir occupé plusieurs postes à la Banque mondiale, il a été propulsé en 2018 au poste de vice-président de cette institution internationale pour la région MENA, période durant laquelle de nombreux rapports complaisants sur le Maroc ont été rédigés, donc le dernier qui classe le royaume comme étant un des rares pays qui ont tiré profit de la pandémie
ce qui ne traduit évidemment pas la réalité. À la lumière de ces données, certains experts craignent de voir à l'avenir d'autres faux rapports établis sur l'Algérie, commandés et orientés par le Makhzen marocain. Le régime du Makhzen, un danger pour son environnement immédiat, mais aussi l'Europe, selon les spécialistes. Dernière preuve en date, la saisie par des douaniers espagnols de 5 tonnes de cannabis en provenance du Maroc, un narco-État qui inonde de nombreux pays. Amel et Siridir. Plaque tournante du trafic de drogue dans le nord africain, le Maroc s'est transformé depuis un moment déjà en un narco-État. C'est ce qu'a affirmé l'analyste politique et militant sahraoui Bellal Qanti. Au Maroc, c'est une activité purement criminelle, c'est une activité à grande échelle où vient s'agglomérer tous les réseaux criminels de trafiquants du monde entier, et cela évidemment dure depuis des années. Et on ne peut pas dire que par exemple dans la région du Rif, il y a une guérilla des FARC, comme il en existe en Colombie, et qui fait le prétexte des autorités colombiennes. Mais on ne peut pas dire que, par exemple, la région du Rif ressemble à l'Afghanistan, où sévissaient des guerres et des guerres. Dans la région du Rif, il n'y a aucun conflit armé, aucune guérilla. Donc rien n'empêche les autorités marocaines de lutter sérieusement contre ce fléau qui est devenu un véritable risque sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, pour pas seulement les pays et les peuples du voisinage immédiat du Maroc, mais bien au-delà. Un véritable risque sur la sécurité des pays, mais bien plus encore. Cette substance que commercialise actuellement le Maroc est beaucoup plus dangereuse. L'observateur, vu les quantités saisies après examen, confirme que le hashish marocain n'est plus ce qu'il était, car il a été modifié génétiquement de telle sorte à ce que la substance psychoactive du hashish, en l'occurrence le THC, a été renforcée, le rendant une drogue qui pourrait être qualifiée et probablement classifiée par l'ONU, si le cas vient à être étudié, comme une drogue dure qui n'a rien à envier, évidemment, à la cocaïne colombienne ou à l'héroïne afghane. Il est donc permis de dire que les ravages que pourrait provoquer le hashish marocain sur la santé des consommateurs est énorme. Des proportions alarmantes, car c'est un trafic qui ouvre également la voie à toutes sortes de criminalité internationale, ajoute encore Bellal Qanti. Cette activité criminelle liée à la drogue a de grandes connexions avec d'autres réseaux terroristes. Et l'on a vu au Sahel la connexion entre les trafiquants de drogue liés au Maroc, en provenance du Maroc, avec des activités de groupes terroristes dans le Sahel, si bien que l'on a commencé à les nommer de réseaux narcoterroristes, tellement la jonction entre les activités est parfaite. Une menace réelle à laquelle il est urgent de répondre, s'accorde à dire bon nombre d'analystes et d'observateurs. Et au Maroc, la grogne populaire grandit. C'est au tour des professionnels des agences de voyage de protester contre la mesure de fermeture des frontières prolongée par le Makhzen. Ils battent le pavé depuis plusieurs jours en signe de contestation de cette décision aux graves conséquences sur le secteur. Malika Bellel.
Les protestations se poursuivent au Maroc. Cette fois-ci, ce sont les professionnels des agences de voyage qui ont exprimé leur ras-le-bol devant la persistance du Makhzen à maintenir ses frontières fermées en dépit des graves pertes qu'ils subissent et des conséquences dévastatrices pour l'économie du pays. اليوم بحال اللي كتعرفوا الحدود مسدوده، الاغلبيه هنا كيخدموا مع الانترناسيونال وما عمر السياحه الداخليه ما غتكون بديل للسياحه الخارجيه. ديالنا هي متعدده ولكن المطلب الان اللي تنطلبوا به هو اننا خص الحدود تحل بطريقه كامله. La fermeture des frontières qui a été prolongée jusqu'à la fin du mois en cours a complètement paralysé les agences de voyage et leur a causé d'énormes pertes financières. Les tours opérateurs qui se sentent abandonnés ne bénéficient d'aucun accompagnement ou mesure à la hauteur de leurs attentes et de leurs besoins. خاص كل شيء يتساعد معنا ويفتحوا الحدود ورجعوا نخدموا كسائر القطاعات الاخرى. هذا هو المطالب ديالنا. بغينا الحدود يتفتحوا ورجعوا نخدموا كايها الناس. ما طالبين لا مساعدات من الدوله لا والو، حنا بغينا الحدود تفتح ورجعوا نخدموا كوكالات الاصبح. الوكالات اصبحت على حافه الافلاس. اليوم شفنا ان السلطات المحليه خدات واحد الاجراءات اللي هي غير كافيه. انه فعلا كان هناك دعم للشغيله ولكن الشغيله هذا الشيء لا يكفي. وكيل الاصفار عنده العبء كبير وهذا العبء خصو مواكبه. Au moment où les mesures préventives relatives à la suspension des déplacements entre les villes sont renforcées, les autorités marocaines autorisent l'accès des sionistes au Maroc. Des vols directs entre le Maroc et l'entité sioniste ont été ouverts afin de multiplier par 4 le nombre des visiteurs sionistes conformément à l'accord de normalisation. Une ouverture catégoriquement rejetée par le président de l'organisation marocaine de soutien aux causes de la nation, Abd Samad Fethi, qui la considère comme une trahison, une dégradation morale qui permettra aux sionistes d'envahir le Maroc sous couvert du tourisme. D'autres appels à la manifestation au Maroc, tels que ceux de la coordination nationale des enseignants marocains, qui a l'intention de reprendre ces mouvements de protestation en organisant un sit-in parallèlement à une grève nationale les 17 et 18 janvier. Elle dénonce également l'emprisonnement et la multiplication des poursuites judiciaires contre les enseignants. Autre peuple dont les droits sont bafoués par le régime du Makhzen, le peuple sahraoui. Les exactions marocaines sont quasi quotidiennes au Sahara occidental. En parallèle, la lutte se poursuit le long du mur de la honte au Sahara occidental. Des unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans la région de l'Rad et de Oudi Ad-Damran dans le secteur d'El Mahbes. Et cette triste nouvelle, notre collègue Amin Abed n'est plus. Le directeur général de l'EPTV, Chaban Lounakel, et tous ses collègues présentent leurs condoléances à la famille du défunt. L'actualité est également sportive avec cette victoire des Verts contre l'équipe nationale du Ghana par 3-0. Le premier but a été inscrit par Adem Lounès à la 8e minute, le deuxième par Mensa, le Ghanéen contre son camp à la 74e minute et le troisième par Islam Slimani à la 79e minute. Cette victoire... Il s'agit de la 34e victoire des Verts dans leur série d'invincibilité. Un match amical préparatoire de la CAN 2022 qui débute le 9 janvier au Cameroun. La sélection nationale de football s'envolera dès demain à Douala pour défendre son titre de championne d'Afrique. Sa première rencontre dans le groupe E aura lieu le 13 janvier face à la Sierra Leone au stade Japoma à 14h. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous pourrez suivre le journal de 20h. Et je rappelle que vous pourrez suivre ce soir une rediffusion de séquences d'archives en hommage à l'artiste défunt Mohamed Helmi, juste après votre émission bi-hebdomadaire Questions d'actu, consacré ce soir au marché pétrolier, à la dernière réunion de l'OPEP+. Quant à moi, je souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.